Combien de voix africaines faudra-t-il étouffer avant que le continent ne s'éveille enfin? L'histoire d'Alino Faso, patriote burkinabé âgé de 44 ans, résonne aujourd'hui dans chaque rue, chaque foyer, chaque mémoire collective du Burkina Faso, et bien au-delà. Sa mort dans une cellule ivoirienne, survenue après des mois d'incertitude et d'accusations d'espionnage, n'est pas un simple fait divers. Elle est devenue le symbole d'une Afrique qui tremble encore sous le poids de ses blessures, de ses silences et de ses espoirs trahis. Mais avant d'aller plus loin, posons la question qui hante désormais tant de familles africaines. Combien de voix comme celle d'Alino devront disparaître avant que l'éveil ne soit inévitable? Cette interrogation, loin d'être rhétorique, trouve des échos dans les pages les plus sombres de l'histoire du continent. On se souvient, par exemple, du meurtre de Thomas Sankara en 1987, événement qui a figé l'ambition révolutionnaire du Burkina Faso. Des décennies plus tôt, la disparition de Patrice Lumumba au Congo avait déjà laissé un vide béant, une cicatrice jamais refermée dans la conscience africaine. Dans le cas d'Alino, c'est une onde de choc qui traverse d'abord le Burkina Faso, puis toute l'Afrique de l'Ouest. Dès l'annonce de son décès, les réseaux sociaux s'embrasent, des milliers de messages affluent de toutes parts. L'émotion déborde, mais c'est surtout la colère qui monte. Ce n'est plus seulement une tragédie individuelle, c'est le révélateur d'un malaise profond, d'un sentiment d'impuissance devenu insupportable. Mais la vraie surprise vient d'ailleurs. Alors que beaucoup s'attendaient à une réaction d'apaisement, le président burkinabé, Ibrahim Traoré, n'a exprimé aucune compassion. Aucun mot pour la famille d'Alino, aucun geste de réconciliation envers la Côte d'Ivoire. Ce silence, lourd de sens, rappelle celui d'autres chefs d'État africains face à la mort de figures populaires. Au lieu d'un hommage, Traoré ordonne le déploiement de 3000 soldats burkinabés à la frontière ivoirienne. Ce nombre, écrit en lettres sur les affiches brandies dans les rues, résonne comme une promesse de ne plus jamais laisser l'humiliation sans réponse. Ce geste n'est pas anodin. Il bouleverse les règles du jeu africain, marquant une rupture nette avec la diplomatie de l'attentisme. L'Afrique, dans son histoire récente, a trop souvent préféré le compromis, la négociation discrète, le silence diplomatique. Mais ici, la réponse est brute, calculée, symbolique. Le silence d'Alino se transforme en cri national, un cri qui réveille la mémoire de toutes les voix étouffées avant lui. Rappelons-nous le cas de Ken Saro-Wiwa, écrivain nigérian exécuté en 1995 pour avoir dénoncé la destruction de l'environnement dans le delta du Niger. Son silence imposé a longtemps hanté le Nigeria, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération ose reprendre le flambeau. De même, la disparition d'Alino Faso catalyse un sursaut collectif. Désormais, ce n'est plus une affaire de chancellerie ou de sanctions, mais une question de frontières, de fierté et d'identité collective. Car si la voix d'Alino demeure ignorée, si l'injustice s'installe dans le silence, c'est la parole et la souveraineté de l'Afrique elle-même qui risquent de s'effacer à jamais. Dans les rues de Ouagadougou, ce constat se traduit par des slogans peints à la hâte sur les murs. Un mort, 1000 voix. L'Afrique ne se taira plus. Ces mots, portés par la jeunesse, rappellent combien la mémoire individuelle peut devenir mémoire collective. À cet instant précis, chaque Africain doit se demander « Si l'on abandonne la mémoire d'un seul citoyen, qui défendra demain le destin de tout un continent ?» Cette question, loin d'être théorique, trouve des échos dans les souvenirs douloureux des peuples qui ont vu leurs leaders disparaître, souvent dans l'indifférence générale. Mais derrière ce silence officiel, une colère sourde enfle dans les rues de la capitale. Les premiers murmures de révolte se propagent, plus puissants que la peur. Dans un quartier populaire de Ouagadougou, une jeune femme témoigne « Si Alino peut disparaître sans justice, alors aucun de nous n'est en sécurité. » Cette phrase, reprise par des centaines de manifestants, devient le slogan d'une génération qui refuse la résignation. Un influenceur peut-il réellement menacer l'ordre établi de deux nations? Cette simple question résume toute la tension d'une histoire qui a secoué l'Afrique de l'Ouest. L'exemple d'Alino Faso rappelle celui d'autres figures charismatiques, comme Bobi Wine en Ouganda ou Khaled Drareni en Algérie,
qui ont su mobiliser des foules grâce à la puissance des réseaux sociaux et à leur capacité à formuler les aspirations populaires. Alino Faso n'était ni politicien, ni chef religieux, ni même militant traditionnel. Autodidacte, il s'est imposé comme le porte-voix d'une jeunesse burkinabé lasse de la dépendance, des humiliations et de l'ingérence étrangère. Armé d'une caméra de fortune et de mots crus, il dénonçait chaque injustice, chaque compromission, insufflant de la fierté à ceux qui n'avaient plus que leur dignité. On raconte qu'il avait pour habitude de terminer ses vidéos par cette phrase simple : « Notre terre, nos lois, notre voix ». Ce refrain, qui résonnait dans les quartiers populaires, a su rallier aussi bien les étudiants que les commerçants, les agriculteurs que les fonctionnaires. Il rappelait à chacun que la souveraineté ne se négocie pas, qu'elle se défend au quotidien, dans les gestes les plus simples comme dans les combats les plus risqués. En janvier 2025, tout bascule. Alino est arrêté en Côte d'Ivoire, accusé d'espionnage. Dès l'instant de son interpellation, c'est le silence total. Pendant 6 longs mois, aucune image, aucune publication, pas un mot. L'angoisse monte, la rumeur enfle, mais aucune explication officielle ne filtre. Cette disparition rappelle d'autres cas similaires sur le continent. On pense à la détention prolongée de l'opposant gabonais Jean Ping, ou au sort du journaliste camerounais Samuel Ouazizi, mort en détention dans des circonstances troubles. Dans chacun de ces drames, l'absence de transparence a nourri la défiance et renforcé la détermination populaire. Quand le corps d'Alino est finalement retrouvé sans vie, la version ivoirienne parle de suicide. Mais au Burkina Faso, et dans le cœur de milliers de jeunes, c'est la stupeur. Personne ne veut y croire. On crie à l'assassinat politique. On y voit un avertissement silencieux, adressé à tous ceux qui rêvent de liberté. Loin de la résignation, la rue explose. Nul ne vient pleurer. La douleur devient colère. La colère se mue en action. Alino cesse d'être un simple homme. Il devient martyr, drapeau vivant de la dignité bafouée, symbole du refus collectif d'accepter l'humiliation. Les funérailles, retransmises en direct sur plusieurs chaînes locales, rassemblent une foule immense. Des scènes similaires avaient été observées lors de l'enterrement de Sankara, ou encore à l'occasion de la mort de Norbert Zongo, journaliste burkinabé assassiné en 1998. Sa mort fait jaillir des décennies de frustration contenue. Une génération entière, privée de reconnaissance et de souveraineté, se lève pour réclamer justice, mais aussi pour affirmer que l'Afrique ne se laissera plus dicter sa conduite. Le climat de méfiance entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire vire à la tempête. Chaque camp soupçonne l'autre, chaque vérité officielle est rejetée comme manipulation. Mais au fond, le danger n'est pas seulement politique ou militaire. Ignorer pourquoi la voix d'Alino dérangeait, c'est risquer de répéter l'histoire, effacer les voix dissidentes, manipuler la réalité, perpétuer une dépendance qui étouffe tout espoir. Ce drame pose une question brûlante à toute la région. Jusqu'où ira-t-on pour faire taire le rêve d'indépendance, et à quel prix ? Ce qui allait suivre allait dépasser le simple deuil public. Désormais, l'affaire devenait une question d'État, où chaque décision pouvait tout faire basculer. Les réactions internationales ne se font pas attendre, et très vite, l'affaire prend une ampleur inattendue. Les lignes de fracture, longtemps enfouies, s'apprêtent à refaire surface. Quand la douleur devient doctrine, jusqu'où un État peut-il aller pour laver son honneur ? Au lendemain de la mort d'Alino Faso, la rupture s'est incarnée. Refusant le silence, le capitaine Ibrahim Traoré ordonne le déploiement de 3000 soldats le long de la frontière sud. Ce n'est plus une parade, c'est une ligne rouge, un serment que le Burkina Faso ne tolérera plus jamais l'humiliation venue de l'extérieur. En quelques jours, le deuil se mue en mobilisation. Les drapeaux brandis ne symbolisent plus la tristesse, mais le défi. Pour la première fois depuis des années, l'État s'aligne sur la volonté populaire, transformant la douleur collective en doctrine d'action. On pourrait comparer ce mouvement à la mobilisation du peuple tunisien après l'immolation de Mohamed Bouazizi en 2010, qui déclencha le printemps arabe. Dans les deux cas,
La mort d'un citoyen ordinaire a bouleversé un ordre établi jugé injuste. Sur la scène internationale, l'initiative choque. Les chancelleries d'Europe et d'Amérique murmurent le mot « instabilité ». Mais ailleurs en Afrique, l'écho diffère. Pour beaucoup, c'est enfin le signal d'un réveil. L'acte de Traoré n'est pas vu comme un calcul militaire, mais comme une affirmation d'indépendance, une rupture avec l'ordre établi. Certains intellectuels africains, à l'image de Felwine Sarr ou Achille Mbembe, saluent ce sursaut comme une tentative de réappropriation de la souveraineté continentale. Les tensions s'amplifient de chaque côté de la frontière. Les accusations fusent, infiltration, espionnage, soutien aux élites déchues réfugiées en Côte d'Ivoire. La méfiance s'installe, chaque incident devient prétexte à envenimer la situation. Des rumeurs d'incidents à la frontière circulent, rappelant les tensions historiques entre le Ghana et le Togo dans les années 60, où de simples escarmouches ont parfois dégénéré en crise majeure. Dans les rues, le nom d'Alino Faso s'élève au rang de mythe. Il n'est plus seulement victime, il devient le ciment d'une identité burkinabé nouvelle, fière et prête à affronter l'adversité. Son image est partout, sur les murs, dans les chansons, sur les écrans. On voit même des groupes de jeunes organiser des projections publiques de ces vidéos, suivies de débats sur l'avenir du pays. Le peuple, galvanisé, s'identifie à lui comme à un guide spirituel d'une souveraineté retrouvée. Mais derrière cette union sacrée, le danger couve. Un faux pas, et c'est toute la région qui pourrait sombrer dans le chaos. Pourtant, reculer serait, pour beaucoup, tuer tout espoir d'une indépendance véritable. Le pari de Traoré est risqué, mais la résignation n'est plus une option. Cette situation rappelle la crise ivoiro-burkinabé des années 2000, où la moindre étincelle pouvait embraser toute la sous-région. Mémoire, identité, géopolitique, tout se mêle au cœur de la crise. Une question brûlante hante chaque décision. Assiste-t-on à un simple incident isolé ou à la réouverture d'une blessure ancienne, enracinée dans l'histoire même de la région? Mais alors que la tension atteint son paroxysme, une nouvelle révélation bouleverse l'équilibre fragile. Derrière les discours officiels, certains acteurs œuvrent déjà dans l'ombre pour exploiter la crise à leur avantage. Des sociétés de sécurité privées étrangères sont signalées à Abidjan, tandis que des groupes d'influence tentent de manipuler l'opinion publique à travers de fausses informations. Ce jeu trouble rappelle les interventions extérieures lors de la crise libyenne en 2011, où la désinformation a eu un impact décisif sur l'issue du conflit. Derrière chaque ligne tracée sur la carte, se cache un passé enfoui. Parfois, il suffit d'un cercueil pour faire ressurgir les souvenirs et réveiller les blessures qu'on croyait cicatrisées. Les frontières de l'Afrique de l'Ouest, héritées de la conférence de Berlin de 1884, portent encore la marque de décisions prises sans l'avis des peuples concernés. La crise actuelle rappelle la partition arbitraire du Soudan en 2011, conséquence de décennies de conflits non résolus. En Afrique de l'Ouest, la terre porte encore la trace d'une longue fracture. D'un côté, l'héritage brûlant de Thomas Sankara au Burkina Faso. Défi, souveraineté, rêve d'autonomie. De l'autre, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, partisan du compromis, de l'ouverture à l'Occident et d'une stabilité chèrement acquise. Deux mondes irréconciliables. L'un choisit la rupture, l'autre la paix, même au prix de la dépendance. Cette opposition rappelle le clivage entre Kwame Nkrumah et Léopold Sédar Senghor dans les années 60, l'un prônant une Afrique unie et indépendante, l'autre misant sur la coopération avec les anciennes puissances coloniales. La mort brutale d'Alino Faso n'est pas qu'un drame personnel. Elle marque la dernière secousse d'un affrontement ancien, où chaque disparition ranime la question. L'Afrique doit-elle encore obéir aux voix étrangères ou s'inventer elle-même au risque de tout perdre? Sous le silence officiel, la rue gronde. La douleur populaire s'est muée en défiance. Alors, une nouvelle alliance est née. Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger. 3 nations, unies par le rejet, qui refusent de plier. Leur pari? Écrire leur histoire, même dans la solitude. Face à eux, l'axe pro-occidental, bâti sur la Côte d'Ivoire, défend les alliances d'hier et l'ordre hérité de la colonisation.
Ce schéma rappelle la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, où différentes visions de l'avenir africain s'affrontèrent déjà. Mais la fracture ne s'arrête pas aux frontières. Dans chaque ville, chaque village, sur chaque écran, une question s'impose. Pourquoi obéir? Pour la première fois, ce n'est plus la peur qui dicte les gestes, mais l'audace de dire non. L'Afrique se dresse, quitte à troubler l'équilibre fragile du passé. Cette dynamique rappelle le mouvement des indignés en Espagne en 2011, où la jeunesse a refusé d'accepter sans broncher un avenir tout tracé par d'autres. Derrière les discours, la fissure s'élargit. Un choix impossible s'impose à tous. Rejoindre la marche vers l'autodétermination ou conserver une paix précaire au prix de la soumission. Le risque? Voir la crise se transformer en rupture de civilisation. Ici, ce ne sont plus des frontières qui vacillent, mais la définition même du futur africain. Pour la jeunesse et les générations futures, le dilemme n'est plus abstrait. Liberté ou dépendance, unité ou éclatement. Qui décide vraiment? Jusqu'où oserons-nous aller pour reprendre notre dignité? Dans les universités, des débats passionnés s'organisent. On y évoque la nécessité de réformer l'éducation, de promouvoir les langues locales, de renforcer les liens économiques régionaux pour ne plus dépendre des importations occidentales. Chacun sent que ce moment est un point de bascule. Car une Afrique debout fait peur, dérange, mais peut aussi montrer la voie. Le véritable enjeu est là. Retrouver un projet collectif, dépasser la peur, reconstruire une fierté partagée. C'est ainsi qu'à Bamako, des collectifs de jeunes créent des coopératives agricoles pour favoriser l'autosuffisance, inspirés par le modèle rwandais qui a su, après le génocide, rebâtir une nation autour de l'unité et de la résilience. Reste la question. Comment transformer cette fracture en chance réelle d'émancipation? Les regards se tournent déjà vers ceux qui osent défier l'ordre établi. Mais à quel prix? Et pour quel lendemain? Dans l'histoire récente, des figures comme Nelson Mandela ou Ellen Johnson Sirleaf ont montré qu'il est possible de renverser l'ordre injuste, mais non sans sacrifice et compromis douloureux. Et si le vrai pouvoir naissait du refus d'attendre l'approbation des autres? Cette interrogation brûlante se trouve au cœur de la crise Alino-Faso, miroir tendu à chaque Africain, de Dakar à Addis Abeba, du Caire à Johannesburg. Face à la douleur, les jeunes du Burkina Faso n'ont pas choisi la résignation. Le deuil n'est pas resté un murmure étouffé, il s'est transformé en moteur. Là où coulèrent les larmes, sont nées des énergies nouvelles. Des citoyens, jeunes pour la plupart, ont pris l'initiative. Ils défendent chaque village, cultivent chaque lopin, multiplient les projets afin que l'autonomie cesse d'être un simple slogan et devienne une réalité quotidienne. On voit ainsi fleurir des initiatives de microcrédit, des ateliers de formation à l'entrepreneuriat local, ou encore des campagnes de reboisement pour lutter contre la désertification. Cette métamorphose révèle une conviction profonde. L'autosuffisance, qu'elle soit alimentaire, numérique ou politique, ne se limite plus à une ambition économique. Elle devient l'acte de résistance le plus persistant face à toute domination extérieure. Refuser la dépendance, c'est refuser l'humiliation répétée. C'est oser affirmer « notre avenir ne se quémande pas, il se bâtit ». Dans cette lutte, la voie numérique d'Alino-Faso a bouleversé les règles. Là où des décennies de diplomatie fermée ont échoué, un simple téléphone connecté a éveillé des millions de consciences. Ces prises de parole, diffusées en direct, ont fissuré les murs du silence officiel. Pour la première fois, le citoyen ordinaire a imposé des priorités auxquelles même les gouvernements ont dû répondre. Ce phénomène rappelle la montée en puissance des influenceurs en Inde, capables de provoquer des réformes sociales en mobilisant via YouTube ou WhatsApp. Mais toute révolution attire aussi ses prédateurs. Là où l'espoir germe, les opportunistes affluent, cherchant à tirer profit du chaos. Les puissances étrangères, elles, exploitent les divisions pour reprendre pied ou pour justifier de nouvelles interventions. L'histoire du continent l'enseigne. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle s'arrache et se défend, parfois même contre ses propres enfants. Ce fut le cas lors de la crise ivoirienne de 2010,
où des intérêts privés ont alimenté la discorde pour mieux s'imposer. Le risque est immense, tout comme la promesse. Chacun d'entre nous peut perdre ou gagner la capacité d'écrire ensemble une page d'histoire. Une histoire née du peuple, pas dictée d'ailleurs. Des associations citoyennes proposent déjà des plateformes de dialogue, des programmes d'éducation civique ou des campagnes de sensibilisation à la non-violence pour éviter que la colère ne débouche sur la haine. Pourtant, au-delà du choc, il faut préserver la mémoire d'Alino Faso. Il ne s'agit pas de faire de sa silhouette un étendard de vengeance, mais de s'en inspirer comme d'une boussole morale. Se rappeler que la dignité n'est pas la vengeance, que la justice n'implique pas toujours la revanche. Car la vraie victoire, c'est d'éviter que la prochaine génération ne pleure encore des martyrs pour défendre sa liberté. On peut s'inspirer du processus de réconciliation sud-africain, où la mémoire des victimes du régime de l'apartheid a été honorée sans que cela ne conduise à une spirale de violence. Mais l'élan déclenché par Alino Faso ne s'arrête pas là. Il ouvre un questionnement sur la manière de transformer cette révolte en changement durable, malgré la menace constante des forces extérieures et internes. Concrètement, cela signifie investir dans l'éducation, promouvoir l'entrepreneuriat local, renforcer les institutions démocratiques et encourager la participation citoyenne à tous les niveaux du pouvoir. Et vous, serez-vous de ceux qui attendent que l'on leur donne la permission de défendre la dignité africaine? Ou ferez-vous le choix de l'action, sans attendre le signal d'en haut? Désormais, la question n'est plus de savoir qui a ordonné, qui a trahi, qui a calculé. Ce qui importe, c'est la décision de chacun. Laisser l'histoire s'écrire sans nous ou la façonner, ici et tout de suite. La mort d'Alino Faso n'est pas un simple fait divers. C'est un choc, un point de rupture, qui traverse chaque frontière, chaque famille, chaque conscience africaine. Jusqu'à quand accepterons-nous que nos voix soient étouffées, que nos décisions soient imposées de l'extérieur, que notre mémoire soit réécrite par d'autres? Ce drame a ravivé bien plus qu'une colère. Il a soulevé une question de souveraineté profonde, celle qui ne dépend ni des armes, ni des diplomates, mais de la volonté du peuple. Alino, citoyen ordinaire, avait compris que la vraie force du continent ne réside pas dans ses frontières, mais dans sa capacité à dire non, à exiger le respect, à affirmer que la liberté n'est pas négociable, même au prix de la confrontation. Regarder l'avenir, ce n'est plus seulement parler du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de savoir si chaque Africain est prêt à rompre avec l'héritage de la dépendance, à ne plus attendre de sauveur, à défendre sa réputation collective, à préserver son temps et sa dignité contre la manipulation extérieure. Cela peut passer par l'encouragement à l'entrepreneuriat local, la promotion de la culture africaine dans les médias ou la création de réseaux solidaires entre pays de la sous-région. La peur de tout perdre est réelle. Mais le risque de tout abandonner, dans le silence, l'est encore davantage. Aujourd'hui, chacun doit choisir, rester spectateur de sa propre histoire ou devenir acteur d'un réveil continental où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une pratique quotidienne. Ce choix ne se fait pas dans les palais dorés. Il se vit, il s'incarne, il se forge à chaque instant, par chacun d'entre nous. Alors, face à ce tournant décisif, posons-nous la question. La disparition d'une voix, aussi forte soit-elle, suffit-elle à faire taire tout un peuple? Ou bien ce sacrifice devient-il l'étincelle d'une nouvelle ère où l'Afrique reprend la parole, sans filtre, sans permission? Car la dignité n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Elle se construit, ensemble. À ce carrefour, nul ne peut rester indifférent. Choisir l'indifférence, c'est déjà choisir la résignation. Il reste à savoir dans quel récit chacun inscrira son nom. Au final, la mort d'Alino Faso apparaît comme ce moment charnière où l'Afrique, face à ses démons, doit choisir. Céder au fatalisme ou s'emparer de son destin. Multiplier les exemples d'autonomie, d'innovation et de solidarité. Refuser que la mémoire d'un seul devienne la dernière pierre d'un tombeau collectif, mais plutôt la première pierre d'un édifice nouveau. Un édifice où chaque voix compte, où chaque silence est un choix, où chaque action façonne l'avenir. Pour que demain, plus jamais, la disparition d'une voix ne soit synonyme de l'effacement d'un peuple. Pour que l'Afrique, enfin, réponde à l'appel de ses martyrs,
non par la vengeance, mais par la conquête sereine et collective de sa dignité